Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on est à l'étage des conférences, des tables rondes, mais ce détail qui n'en est pas un ne vous aura peut-être pas échappé. Vous assisterez à un débat. Débat, la directivité, donc débat agissons. La directivité dans les concerts de plein air, véritable solution pour concilier expérience sonore du concert et limiter l'impact environnemental, point d'interrogation. Alors, la majorité des matériels ne sont pas nativement directifs et les événements doivent faire face avec un parc de matériel existant. Comment adapter les systèmes de sonorisation actuels pour qu'ils soient en résonance avec la réglementation? Quel futur se dessine pour les systèmes de sonorisation de demain? Comment la chaîne de sonorisation peut-elle s'adapter? C'est de ce dont on va parler tous ensemble. Pour cela, David Rousseau, dont la légende veut qu'il ait construit sa première enceinte à l'âge de 11 ans. Vrai, pas vrai, ce n'est pas si nous. Ampli, pardon. Acousticien, caleur de système son, créateur de systèmes de sonorisation pour solutions 63 Hz. Juste à côté, Maëva Elvig, de la préfecture de police de Paris. Alexander Johnson, représentant du prestataire de service Be-Live. Eric Alvernia, qui représentera le Sympaz autour de cette table. Mathieu Delchini pour DNB. Et puis Thomas Moutarde pour L Acoustique. Et pour ma part, je suis Cyril Puig, donc ancien administrateur du Festival des Nuits de Fourvière. Aujourd'hui consultant pour Pogo Développement, une maison qui s'occupe principalement de management et de prévention des risques dans le domaine du spectacle. Et ceci étant dit, on va immédiatement se tourner vers David et on va lui demander, c'est un challenge, en 10 minutes, de présenter le débat, c'est-à-dire de nous dire ce que c'est que la directivité. En rigolant tout à l'heure, on disait, s'il y arrive, il pourra écrire la directivité pour les nuls, et ça se rendra sans doute très bien. À toi la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux mettre le document qu'on avait hier ? Globalement, quand on parle de directivité, ce qu'on veut, c'est concentrer le son sur le public et le minimiser chez les riverains. Pour ça, on a principalement deux principes qu'on utilise et qu'on cumule. Le premier principe, c'est de mettre un haut-parleur l'un derrière l'autre et de faire en sorte qu'ils s'additionnent correctement devant et qu'ils se soustraient à l'arrière. Et le deuxième principe, c'est de les mettre en ligne pour que du coup devant, ils soient corrélés et que c'est-à-dire qu'ils s'additionnent correctement devant, vu qu'ils sont à peu près à la même distance, et que par contre sur le côté, comme il y a une grande distance entre les haut-parleurs, ils s'additionnent moins bien. Ou ils s'annulent complètement si jamais ils sont en une opposition de phase. Alors, donc ça, la première slide, c'est pour expliquer aujourd'hui la différence entre une conformité réglementaire et ce qui, à mon avis, il faut faire pour limiter le problème chez les riverains. Concrètement, aujourd'hui, les basses ne sont pas prévues dans la réglementation. La réglementation va jusqu'à 88 Hz. En dessous 88 Hz, la réglementation dit qu'il n'y a plus de soucis. Sauf que c'est là où nous, on envoie le maximum d'énergie. Et c'est également là où l'isolement pour les riverains est le moins bon. Une fenêtre dans les très basses fréquences, c'est comme si elle n'existait pas. Donc du coup, c'est là où nous, on a les plus gros impacts. Donc ce qu'on cherche à maîtriser, c'est essentiellement les très basses fréquences, parce que c'est la première chose qui pose un problème pour les riverains. Si tu peux mettre la deuxième. Alors ça, du coup, c'est une explication assez sommaire de comment marche le premier principe. Donc je vous disais, quand on met deux haut-parleurs l'un derrière l'autre. Donc si jamais on veut essayer d'aller dans le détail, concrètement, on met un premier HP, un deuxième HP. Alors, il y a deux techniques, en fait, pour pouvoir faire l'annulation à l'arrière. Il y a, physiquement parlant, pour que deux haut-parleurs s'annulent, faut que la fréquence, faut qu'ils se génèrent la même fréquence, faut que ça soit la même amplitude sur les deux sinus, et faut qu'elle soit parfaitement en opposition de phase. Opposition de phase, ça veut dire qu'un sinus, c'est ça. L'opposition de phase, c'est quand les deux sinus font comme ça et qu'à la fin, du coup, ça plus ça te donne rien. Donc pour obtenir ça, il y a deux solutions technologiques. La première solution, c'est on met les deux avec la même phase, donc les deux sont en plus. Par contre, entre les deux là, on met une longueur d'onde sur 4, c'est-à-dire, concrètement, quand on avait notre dessin là, on met, ça c'est une longueur d'onde. Donc on se met à un quart. Ce qu'on veut à la fin, c'est que ce haut-parleur là génère l'inverse, c'est-à-dire que quand lui pousse, celui-là tire à l'arrière. Donc
si jamais là, on est à lambda sur 4, pour la personne qui est là, les deux haut-parleurs, pour qu'ils s'additionnent, il faut que ce haut-parleur-là vienne virtuellement ici. Pour qu'il vienne virtuellement ici, on retarde celui-là de celle de la distance physique. Donc si on retarde le haut-parleur de devant de la distance physique, pour notre client, à nous, enfin pour la personne qui vient écouter le concert, ben les deux haut-parleurs s'additionnent bien parce que lui, comme il est virtuellement là, ils s'additionnent tous les deux correctement. Par contre, pour le voisin qui lui est derrière, ce haut-parleur-là se retrouve virtuellement, vu qu'il est retardé ici. Et vu que là, on avait une longueur d'onde, on se retrouve avec le double, vu qu'on a mis un retard qui est équivalent à la distance, donc à une demi-longueur d'onde. Donc ça veut dire que pour la personne pour le voisin qui est lui derrière, les deux haut-parleurs sont en opposition de phase, et donc il n'y a plus de son. Donc ça, c'est la première technique. L'avantage de cette technique-là, c'est que pour la personne qui est devant, il n'y a pas de déformation du son, vu que les deux haut-parleurs sont virtuellement à la même position et qui s'additionnent très bien. Mais le problème, c'est que cette solution ne marche, enfin l'annulation ne marche bien que quand les deux haut-parleurs sont à une distance qui correspond à la demi-longueur d'onde, donc pour une fréquence, donc globalement un tiers d'octave, quoi. Donc il faut le mettre pile poil centré au milieu de la bande du sub. C'est pas mal, l'avantage c'est que ça ne déforme pas, mais c'est pas très performant en termes de réjection. La deuxième solution, c'est ce coup-ci de mettre le haut-parleur en opposition de phase. Donc celui-là, on le met en moins, et celui-là, on le met en plus. Et ce coup-ci, on ne va pas viser dans le réglage, on ne va pas chercher à régler ce qui se passe devant, mais on va chercher à régler ce qui se passe derrière. Et là, on va ajuster du coup le son, on va ajuster le retard pour que ici, ce haut-parleur-là soit parfaitement, enfin que ce haut-parleur-là soit annulé par celui-là. Et donc concrètement, on va faire en sorte que et l'amplitude et la phase, tout soit identique, sauf que comme celui-là est en négatif, ben, ils vont s'annuler parfaitement. Mais là, vu que le haut-parleur se retrouve ici virtuellement, c'est plus pour une seule fréquence, c'est pour toutes les fréquences. Et ça permet concrètement qu'à l'arrière, il n'y ait plus rien pour toutes les fréquences du haut-parleur. Donc ça permet d'avoir des taux de réjection qui sont bien plus importants. L'inconvénient, c'est que pour la personne qui écoute devant, bah celui-là, quand il est retardé, il se retrouve avec deux haut-parleurs qui sont décalés. Donc c'est moins bien d'un point de vue qualité sonore pour l'avant, encore que c'est léger. Ça, après, je ne sais pas si jamais vous avez des études, vous, plus subjectives sur l'aspect perceptif de la différence de solution. Moi, j'ai jamais fait d'études... mais voilà, c'est un peu plus compliqué à caler. Mais en tout cas, l'avantage, c'est qu'on a une réjection totale à l'arrière. Donc ça, c'était le principe qui permet d'enlever le son à l'arrière. Si tu peux changer la... Donc ça, voilà, c'est les deux solutions qui sont présentées avec les avantages et les inconvénients. Et du coup, un petit graphique qui représente un petit peu comment ça se goupille d'un point de vue énergétique. Je vais passer à la suivante. Donc le deuxième principe dont je vous parlais, c'était le fait de mettre les haut-parleurs en ligne. Et donc plus on fait une ligne qui est large, plus on va avoir tendance à rejeter le son sur le côté. Donc l'idée, c'est d'arriver à des lignes suffisamment larges pour que concrètement, il n'y ait plus de son sur le côté, qu'il n'y en ait plus que dans l'axe de la ligne, enfin que à 90 degrés de la ligne. C'est ce qu'on a là ici, où du coup, on voit qu'un sub, ben, on est quasiment omni, 2 subs, on fait un peu plus directif, 3 subs encore plus, et ainsi de suite, et ça évolue à chaque fois. Là, ici, je vous donne une petite technique, enfin un bidouillage, mais qui marche bien. C'est par exemple, là, sur 4 subs, si vous voulez avoir une très forte réjection sur les côtés, si vous atténuez de 6 dB les 2 subs sur le côté, ben vous avez ce genre de graphique, c'est-à-dire quelque chose qui engendre beaucoup moins d'énergie sur les côtés, comparé à ce que ça fonctionne normalement. Et ça permet, quand on a vraiment des voisins juste sur le côté, qu'on a vraiment des gros problèmes à ce niveau-là, ça permet de bien solutionner. Donc ça veut dire qu'en pondérant, quand vous avez plusieurs haut-parleurs, alors attends, je peux faire là. Quand vous avez plusieurs haut-parleurs, comme ça, il y a une technique qui permet ce qu'on appelle la pondération. Concrètement, on modifie l'amplitude et la phase sur chacun des haut-parleurs, et ça permet d'aller moduler la largeur du lobe, de faire plus ou moins large et de faire plus ou moins rejetant ici sur le côté. Et si par exemple ici vous appliquez une pondération de Blackman, c'est-à-dire le fait d'atténuer fortement celui-là par rapport à cela, vous allez arriver à faire quelque chose qui rejette énormément sur le côté.
Donc quand on a besoin de créer des très fortes réjections, quand on parle de 35 dB, hier on disait qu'on dépasse de 35 dB, quand on veut vraiment aller vers des réjections très efficaces, le fait de ne pas mettre tous les haut-parleurs à la même quantité d'énergie, ça peut être une solution. Voilà. Et donc le principe, c'est de dire, on cumule cet effet de ligne avec le cardio qu'on a vu tout à l'heure. Et ça permet du coup d'obtenir des effets où on n'en voit que devant, et on n'en envoie plus sur les côtés parce qu'on a la ligne, on n'en voit plus à l'arrière parce qu'on a le cardio. C'est un principe de base qui permet... Et ça, l'avantage, c'est que ça se fait avec n'importe quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin d'être sur un matériel spécifique. C'est un principe physique, donc c'est applicable à... Tant que le haut-parleur ne sature pas concrètement, parce que... Alors là, ce que je vous ai présenté, il n'y a pas beaucoup d'égalisation. Ce qu'il faut se méfier, c'est quand vous utilisez, par exemple, pas un haut-parleur pour un haut-parleur, mais que vous en mettez 2 à l'avant puis un à l'arrière, là, il faut réégaliser. Mais donc, du coup, il faut faire attention à ce que le haut-parleur ne sature pas. Parce que, bien évidemment, si quand vous mettez fort, tout d'un coup, un parleur que vous avez dû booster se met à saturer, vous perdez votre directivité. Et c'est là où vous en avez le plus besoin. Donc, bien évidemment, c'est une limite, ça, qu'il faut faire attention. Tu peux descendre un petit peu le... Voilà, ça, c'est peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, qui permettait de visualiser. J'ai comparé, donc, du coup, alors, c'est une config simple, hein, on fait souvent un peu plus élaboré, mais là, c'était 8 haut-parleurs, c'était 2 lignes de 8 haut-parleurs, dont un qui est avec le cardio, qui permettait de voir que quand on fait ça, du coup, sur tout le côté et en haut, on est dans le noir, c'est-à-dire qu'on est à moins... je sais plus, je vois pas bien, c'est pas net mon truc. Généralement, je mets 42 dB moi, de plage dynamique. Donc on est à moins 40. Et puis, du coup, ça permet d'être très directif. Et ça, c'est ce qu'on obtient quand on fait quelque chose où on prend les subs et on les met, entre guillemets, en l'air. C'est l'avantage énorme de ce système-là. C'est qu'on est sur des choses qui permettent d'avoir un son homogène pour le public. Donc le fait d'accrocher les subs te permet de ne pas avoir les surpressions en local. Donc c'est quand même très très bien pour la protection du public. Après, pour les riverains, c'est un compromis qui est compliqué. Parce que bien évidemment, là, ça en envoie quand même beaucoup plus directif. Alors après, ils vous en parleront mieux que moi. Mais c'est en train d'évoluer tout ça. Et du coup, là maintenant, on a des subs qui permettent d'avoir du cardio en l'air. Et ça, c'est quand même très intéressant. Même si jamais le problème des subs accrochés qui sont cardio, c'est qu'on a encore beaucoup d'énergie sur les côtés. Alors qu'avec la ligne, on a beaucoup moins d'énergie sur les côtés. Petit détail, si jamais tu peux passer à la... Alors, vas-y, passe encore. Ça, c'était pour hier. Donc ça, c'était du coup une simulation de ce qu'on avait fait sur Mars Attack, où là, j'ai simulé. Et donc, ce que je voulais faire voir, c'était que souvent, on a un problème avec les enceintes. Les enceintes génèrent également des graves. Et donc, tu fais très, très bien sur tes subs. Puis finalement, tu casses tout parce que tes enceintes, elles sont omni. Et donc, elles envoient dans toutes les directions. Donc là, on a mis des enceintes derrière des enceintes. Enfin, là, c'était pas des enceintes, mais c'était des subs derrière. Et on les a réglés pour que l'enceinte devienne directive. Après, on a mis la même chose sur le côté. Là, c'était pour empêcher le son d'aller que le son de l'enceinte aille sur le côté. Et après, on ajuste l'ensemble, les enceintes avec les subs. Parce que c'est pareil, quand on a 2 sources en hauteur, on peut s'arranger pour qu'elles se somment bien devant. Si on choisit les bonnes positions, on peut s'arranger pour qu'elles se somment bien devant et qu'elles s'annulent derrière. Donc, quand on a vraiment des très grosses exigences, on se sert au moment du raccord entre l'enceinte et le sub, ça crée également de la directivité à l'arrière. Et ça permet d'avoir du coup des réjections là, qui sont effectivement de l'ordre de 30 dB. Quoi. Donc c'est vraiment significatif. Là, tu te promènes derrière, tu n'as plus de son. Quoi. Ou alors ça, du coup, c'est pas très important pour une introduction à la... Ouais, vas-y, passe encore. C'était les sondes. Vas-y, j'ai le même document, j'ai fait le feignant. Là, ça, c'est un truc qui est important pour moi qu'on comprenne, c'est que quand on travaille à l'arrière, on travaille avec une très grande... On doit travailler avec une très très grande précision. Aujourd'hui, quand vous voulez sommer 2 enceintes à l'avant, pour se tromper de 6 dB, pour qu'elle perde 6 dB sur la qualité de la sommation, donc votre résultat, vous pouvez vous tromper de 2 mètres. Par contre, quand vous travaillez à l'arrière, que vous êtes à moins 30 dB, 2 cm suffit à vous faire perdre les 6 dB. Donc là où à l'avant, on travaille dans un ordre de grandeur qui est le mètre, à l'arrière, on travaille dans un ordre de grandeur qui est le centimètre. Et c'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas habitué à travailler avec ces précisions-là, parce qu'on est habitué à avoir des systèmes qui sont relativement robustes, naturellement, alors que là, quand on travaille sur la réjection arrière, on a vraiment un besoin important de précision.
La même chose sur le gain à l'arrière. Si jamais on veut obtenir vraiment des belles réjections, il faut que les deux courbes soient parfaitement identiques à l'arrière. Et il suffit d'avoir 0,15 dB de variation pour qu'on perde les 6 dB. 0,15 dB, c'est rien. C'est-à-dire que la moindre petite truc de rien du tout, et vous l'avez plus, votre réjection. Donc c'est très compliqué, parce que ça demande beaucoup de précision. Et c'est l'avantage d'avoir des enceintes qui sont dédiées, c'est que du coup, quand on doit le faire mécaniquement, c'est compliqué d'être à 2 cm et puis d'avoir des réglages comme ça. Parce que la moindre petit truc que vous bougez mécaniquement, et ça y est, c'est tombé. Alors que si jamais c'est dans une enceinte, ben, le haut-parleur, lui, ne va pas bouger. Donc vous êtes sûr d'avoir toujours la même configuration, et donc d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus robuste. L'inconvénient, c'est que vous devez acheter un matériel du coup, qui est naturellement directif. Donc, à mon sens, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si on veut aller dans la précision extrême, la seule solution, c'est d'avoir des enceintes qui sont déjà conçues pour ça, parce que c'est facile à mettre en œuvre et parce que c'est robuste. Et par contre, si jamais vous n'avez pas l'argent, vous pouvez quand même faire de la directivité en étant intelligent dans la mise en œuvre, en les disposant de la bonne façon. Donc on n'est pas obligé d'avoir des enceintes extrêmement élaborées pour quand même pouvoir faire de la directivité. Et ça gagne vraiment pour les voisins. Là, moi, dans ce que je fais, au plus gros, on arrive à 30 dB de réjection, entre 30 et 35. Quand vous avez 35 dB, par exemple, sur un festival qu'on avait fait à... le Dada, c'était où déjà à Longchamp. À Longchamp, on est passé d'un problème où on avait des problèmes gigantesques parce qu'on avait des voisins qui étaient juste derrière, à finalement les premiers problèmes étaient à 2 km. Parce que vu qu'on avait fait très directif, on n'était plus embêté par les voisins qui étaient juste à côté. Par contre, on était emmerdé à 2 km parce que le son qui est là... Tu peux revenir sur celle du haut ? Ouais, encore. Je sais pas si jamais j'ai une... Ouais. Là-bas, quand tu es à l'avant, ça va très loin. Ça va très loin parce que ça suit une atténuation à 6 dB par doublement de distance. Donc la norme, enfin le truc standard. Donc concrètement, si jamais tu mets ta console à 50 mètres, puis que tu veux 110 dB à 50 mètres, bah à 500 mètres, tu as 20 dB de moins, donc tu as 90 dB. 500 mètres à 90 dB, on est sur quelque chose de normal, mais de très fort pour les voisins, parce que 90 dB sur leur façade, ils n'aiment pas. Merci David pour cet effort de pédagogie. Alors j'ai vu que tout le monde avait compris, j'ai vu que les têtes se hochaient. Alors moi je suis pas du tout technicien, mais moi j'ai compris, donc bravo pour avoir posé en presque 10 minutes la problématique. Maëva, avant de parler de directivité, de ton côté, est-ce que tu peux dire comment on s'empare à la préfecture de police de cette question-là, comment vous intervenez, Alors nous, on n'intervient pas précisément sur la directivité. Donc pour ceux qui ne me connaisseraient pas, je suis à la préfecture de police de Paris. Nous, on intervient dans 2 cas de figure, à savoir les festivals, mais aussi plus largement les demandes de dérogation horaire, tout ce qui est autorisation d'ouverture tardive pour les établissements. Donc on intervient aussi en intérieur et en extérieur. Nous, on part du principe qu'il nous faut une étude d'impact. Je suis désolée de rappeler un peu la base, mais déjà, si on a une étude d'impact sur un festival, on est content. Et on ne parle pas encore de directivité. Ensuite, si les prescriptions de l'acousticien sont effectives, donc on a un plan qui correspond à la réalité, on est doublement content et qu'il n'y ait pas d'enceinte rajoutée. Et c'est là où, effectivement, la directivité peut être une solution. Ce n'est pas la seule solution, c'est-à-dire que si on isole avec des rideaux de douche... ou qu'on est à 10 mètres des habitations, ou alors c'est compliqué et on va avoir des problèmes avec le voisinage. Donc il faut un ensemble de solutions. Il n'y a pas qu'une seule solution. La directivité est une des solutions possibles. Effectivement, techniquement, c'est celle où il y a le plus de recherche à faire, puisque ce n'est pas des solutions qui ont été envisagées. Au niveau juste législatif, un petit peu plus gros que juste la France. La France applique les directives européennes, qui reprend les classifications de l'OMS en fait pour travailler. Donc en gros, les grandes directives sont pas issues du droit national. Après, le droit national applique, transpose en fait les grandes directions de l'OMS d'une part et de l'Union européenne. C'est important en fait pour
tout après tout ce qui est par exemple le changement des seuils, tout ça en fait ça vient de l'OMS. Et l'OMS effectivement dans une annexe, l'annexe 6, parle de la directivité comme étant une solution possible, mais dresse un état de l'art qui est très peu représentatif en fait. On se rend compte que c'est un champ qui est vraiment laissé aux constructeurs, qui a pas beaucoup de données sur le sujet, et aussi médicalement, parce qu'il y a un problème de santé publique, médicalement, il y a assez peu de démonstrations qui font l'unanimité, je veux dire, que sur la nocivité des basses fréquences. C'est la mesure des basses fréquences. J'ai dit peu, j'ai pas dit pas. J'ai dit que par rapport au corpus, si vous voulez, de thèses qui ont été faites sur la nocivité des hautes fréquences et des radiations dans un terme un peu plus global, il y a moins d'études qui ont été faites sur les basses fréquences. Il y a des problèmes de protocole et plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Donc ce que je voulais dire, c'est que nous, en tant que préfecture de police, on essaie juste de comprendre comment les exploitants ont mis des choses en place pour faire correspondre la réalité du terrain à leur étude d'impact. On est vraiment à ce niveau-là. Moi, c'est un des éléments quand on a préparé la table ronde qui m'a le plus marqué, c'est-à-dire, je te cite, avec les festivals, il faut être compréhensif, sinon c'est pas possible. On n'est pas immédiatement dans une logique de sanction. On a une circulaire de 2011 qui nous incite à faire preuve de pédagogie. On s'appuie d'abord sur l'étude d'impact et on rentre en discussion, c'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que les études d'impact sont quand même l'aboutissement. Enfin, on ne fait pas une étude d'impact pour un festival comme on fait une étude pour un bar. Bon, déjà, partant du principe qu'il y a autant d'études d'impact que de techniciens, et je ne parle pas de bureau d'études, hein, je parle vraiment de techniciens, de manière d'appréhender les choses. Il y a une énorme variation, les gens s'en rendent peut-être pas compte à force de travailler dans les mêmes bureaux d'études, mais il y a une énorme variation d'un technicien à un autre. Donc déjà, il faut se mettre dans la peau, en tant qu'autorité de contrôle, il faut se mettre dans la peau de la personne qui a envisagé les choses, qui peut-être ne correspond pas stricto sensu à la norme qui impose des choses, parce que beaucoup de gens étaient habitués à travailler avec la 31010 et des fois ils dérogent à certaines choses de la 31010. Bon, pour la petite explication, moi, j'ai été en laboratoire, donc pour ce qui est du respect des normes, je suis assez rigoureuse de ce point de vue. Ah oui, c'est une norme. C'est une norme de mesure, en fait, voilà. Tout à fait. C'est une norme de mesure, en fait, qui explique à un acousticien comment faire des mesures, comment placer son micro, comment, où se mettre, globalement. Oui. Oui, non, mais voilà, c'est juste, mais il y a des gens qui font des choses, qui dérogent un petit peu à ces choses-là. Donc on essaye toujours de comprendre. Quand vous faites une mesure dans un studio qui est en dessous de la loi carrée et où toutes les parois sont extrêmement proches et que vous êtes obligé d'être au-dessus du lit, mais donc vous respectez pas forcément totalement toutes les dispositions. Non, vous avez l'air de pas comprendre. Oui, non, mais c'est un exemple, si vous voulez. C'était un exemple pour... Voilà, exactement. Il n'y a pas de normes, en fait, qui encadrent l'activité. Encore moins en extérieur. Enfin, on peut avoir la 3157, mais voilà. C'est des modèles. Donc nous, on essaie vraiment de comprendre, en fait, la philosophie. Bon, c'est un peu galvaudé, mais la philosophie de l'étude, de voir si ça correspond à la réalité. Et j'insiste sur ce point, parce qu'en fait, en tant qu'autorité de contrôle, c'est là où on voit qu'il y a le plus de dérogations en fait, dans la mise en œuvre des choses. C'est-à-dire en laboratoire, on a des trucs, c'est super, ça fonctionne, mais dans la vraie vie, il y a toujours un delta qui est incommensurable avec les prestations de laboratoire. Et là, en ce qui concerne la directivité spécifiquement, ce qui nous pose problème, c'est comme vous l'avez vu, c'est un système qui est très précis. Il ne faut pas déroger. Et ce qu'on observe bien souvent dans la mise en œuvre, c'est par exemple des angles d'ouverture d'enceinte qui n'étaient pas prévus sur le déclaratif. Donc vous avez une grappe d'enceinte qui vient se rajouter de manière magique et on nous dit « Oui, mais c'est le retour, en fait. » Oui, mais en fait, non, c'est pas le retour. C'est juste... Je veux bien qu'il y ait des préoccupations techniques, mais la base, c'est d'avoir un nombre d'enceintes prévu qui correspond à ce qu'on a sur le terrain. Et quand vous avez des angles d'ouverture un peu fantaisistes, quand vous avez des rappels qui popent comme ça au milieu d'une foule, tiens, une autre enceinte, on l'avait pas vue, et ben, ça a tendance à flinguer ce genre de joli système qui est très bien pensé, très fonctionnel. Et voilà, donc nous, notre enjeu, c'est principalement ça, c'est voir comment est-ce qu'on peut s'éloigner d'une réalité existante.
Et sur le terrain, quand vous constatez ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore dans la pédagogie ou vous passez en mode sanction? Alors, je suis quelqu'un de très amène, je parle sous le contrôle de mon ingénieur, mais il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que quand on est sur des problématiques qui peuvent se résoudre, moi je préviens toujours. J'aime pas rentrer en mode inconnu. Voilà, je mets ma carte, je dis bonjour, voilà, c'est moi. On joue carte sur table parce que l'enjeu de ça, c'est les plaintes. Nous, on n'aime pas avoir des plaintes. Enfin, voilà. Généralement, on n'aime pas se déplacer pour rien. On a énormément de plaintes en fait, surtout Paris. C'est compliqué à gérer. Donc, si vous abusez clairement, et ça, je crois qu'on se l'était dit entre nous, il y a des choses à pas faire. Si vous voulez, un endroit où j'arrive, où il y a une scène rajoutée, où il n'y a pas de limiteur, où il n'y a aucune consigne qui a été passée, où on me dit oui, bah, les bouchons, bah, on verra peut-être demain, peut-être là, donc je note, et à la fin, s'il n'y a vraiment rien qui est fait, ou alors des gens qui me jurent sur leur grand Dieu de ne pas avoir fait d'études d'impact, mais de toute façon, Madame Elvig, on diffuse en dessous de 80. Très bien, mais prouvez-le en fait. Enfin, le truc, c'est ça. C'est toujours, moi, j'ai pas de problème avec essayer de comprendre des systèmes un petit peu fancy, quoi. Mais le truc, c'est que si on prouve pas les choses, à un moment, c'est très compliqué pour nous de fonctionner et surtout de gérer le retour qu'on va avoir vers les plaignants. Parce qu'en fait, il faut qu'on leur dise aussi, oui, bah, on comprend, enfin, on les met pas sous le tapis, on leur dit, bon, bah, patientez le temps que ça se passe. Et puis voilà, nous, on a vraiment un rôle de médiation aussi envers les plaignants et on essaye de faire la charnière pour que les choses se passent au mieux. Mais après, si objectivement vous abusez, effectivement, ça va être compliqué. Alors, je dis pas que sur cette année, ça va pas passer. Par contre, sur les prochaines demandes d'autorisation, il va falloir préparer le dossier, quoi, parce que voilà. Après, la sanction, on peut la constater si effectivement, donc c'est déjà arrivé. Si effectivement le téléphone du préfet se met à sonner et qu'on nous demande d'intervenir quasiment immédiatement, on prévient toujours les organisateurs en disant bon là, faites en sorte de respecter les prescriptions de votre acquisition. Et voilà, déjà, ayez une étude d'impact, ce serait bien. Non, mais et vraiment, enfin, quand vous êtes un festival et vous orientez la scène, alors qu'on voit les maisons depuis l'enceinte du festival et qu'on est à 10 mètres de la maison, à un moment, faut pas s'étonner s'il y a des plaintes. Ça, c'est normal, en fait. Et quand l'acousticien dit, bah, en fait, il faudrait tourner la scène et que la scène est toujours dans le même sens, bah, on a beau prévenir, à un moment, il faut aussi, il y a un coup près qui tombe à un moment, quoi. Merci. Alexander, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, comment se positionnent les prestataires? Eh ben, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, nous, on voit, on entend toutes ces choses-là, on le constate. Et il s'avère que nous, on est un peu entre tout ça. La vraie question, c'est que nous, chaque prestation est différente. Chaque festival est différent. On n'intervient pas forcément sur toujours les mêmes parties. Ce qui est sûr, et ce qu'on révèle dans tous ces cas-là, c'est qu'en effet, il y a un manque de formation, déjà, de tout ce que vous dites là. Je pense qu'on est ici, justement, pour le découvrir ou pour le réentendre. Et ça fait preuve que c'est pas... Enfin, c'est positif, mais... voilà, il y a encore du boulot. Qui intervient? À quel moment on en parle? Est-ce que le prestataire a tout de suite ses conditions? C'est un cahier des charges? Est-ce qu'il y a un spécialiste qui intervient? À quel moment il intervient? Est-ce que c'est du show ou quelqu'un d'autre qui fait l'appel, enfin qui récupère le projet? Donc c'est en amont, c'est en aval. Parfois on propose, de tous les prestataires, on propose un dossier derrière. On n'est pas forcément sollicité. Donc c'est vrai que nous on intervient souvent en dernière ligne de marche et on nous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est vrai que souvent toutes ces choses-là demandent beaucoup d'anticipation si on veut que ça soit bien fait. Et souvent, il y a le premier facteur qui est le temps. Parce que l'étude d'impact, mine de rien, suite à un montage, etc., ça prend du temps. Donc la formation et surtout l'information.
Maintenant, c'est vrai que on a la chance, en tout cas, que aujourd'hui, les mixeurs qu'on accueille, parce qu'on est aussi entre le prestataire, la production, les mixeurs qu'on accueille, on a la chance où le message est bien passé et ils lisent actuellement ces fameuses pancartes qui sont les restrictions ou pas sur certains festivals par rapport aux problèmes d'émergence. On a des festivals où on a un vrai travail, où justement on met tout ça en discussion pour savoir comment on interagit. Mais en tout cas, nous, on est sachant, donc on a une position où on est censé informer aussi. Parfois, on passe un peu pour des relous les prestataires. On dit ah non, mais là, c'est pas possible. Parce qu'on est entre tout ça aussi. Hein. Question du rapport de force avec le client ? Non, je pense pas. Je pense que le plus gros boulot, c'est que cette étude d'impact, elle est faite vraiment à un moment qui est avant l'ouverture du festival. Donc du coup, si le boulot est bien fait ou mal fait, on le voit là, en fait. Si jamais c'est mal fait, on joue moins fort, actuellement. C'est l'idée. Le problème, c'est que jouer moins fort, ça veut dire que ça met beaucoup de choses en œuvre. L'idée aussi, c'est que toutes ces choses-là, on est en train de les acquérir, on est en train de les découvrir aussi pour d'autres. Et c'est heureusement, on a cette chance où on communique parce qu'on est tous dans le même bateau. Le but du jeu, je rappelle, c'est quand même faire des concerts avec du coup le public qui apprécie le son, hein, bien sûr dans les normes, et bien sûr sans déranger, c'est l'idée, que ça soit tolérable. Si on veut continuer à faire des concerts sur Paris, en tout cas, on est tous dans le même bateau, quoi. Ça c'est sûr, sinon après on peut plus rien faire, c'est un peu dommage. Donc l'idée c'est que nous, le rapport de force, non, surtout pas. L'idée, c'est que surtout, on arrive à avoir s'il y a un spécialiste, on travaille avec le spécialiste. Si la production a pris un spécialiste, on travaille avec ce spécialiste. Si jamais c'est la production qui va décider, hein, la mise en œuvre, hein, derrière, nous, on va faire ce qu'il faut en tout cas. Et puis si elle n'est pas là, on essaye aussi de proposer, bien sûr. Ouais, vous vous adaptez ou vous proposez, c'est ça ? S'il n'y a rien qui est fait, c'est sûr qu'on a un regard. On est sachant, on est censé savoir. Donc à partir de là, si on détecte, on essaye de trouver. Actuellement, on va y venir grâce à des systèmes natifs, cardio, etc. Ça permet aussi d'assurer quand même des choses. On a des outils aussi qu'on peut utiliser. Donc l'idée, c'est que maintenant, à quel moment on le met en œuvre, tout ça aussi. Hein. C'est une question dans la timeline, à quel moment on le met en œuvre. Parce que mine de rien, sur un chantier, au niveau du son, on dépend de beaucoup de choses. On oublie de préciser qu'actuellement, une main stage sur un festival, c'est de l'accroche, c'est de la masse. Toutes ces choses-là, c'est des valeurs à prendre en compte et que malheureusement, on ne peut pas bouger tout d'un coup parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Donc, c'est où on se place dans la timeline. Et pour rester dans toutes ces variables, c'est relativement difficile. Pour tout le monde. Hein. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on reste quand même très... on est toujours force de proposition de toute façon, évidemment. Tous les prestataires. Hein. En termes de matériel, toi, directement, tu interviens avec soit du matériel natif, pas natif, les deux ? Actuellement, on répond à une demande. Pour tout le monde, je pense, on répond à une demande. Donc cette demande-là, elle dépend de la demande. Si par exemple, la demande est plutôt sur tel matériel, on répond à la demande. Si par exemple le festival nous dit voilà, ce festival c'est du cardio natif, nous on répond avec du cardio natif. S'il s'avère que ce festival demande une mise en place d'un système acoustique, du coup on va et qu'il y a une demande derrière d'être cardio ou pas, nous derrière on propose de toute façon. Hein. Même quand généralement il n'y a pas la petite ligne qui dit il faudrait que ça soit cardio, généralement on fait cardio. On essaye avec les outils qu'on a à disposition dans notre parc, comme pour tous les prestataires. Hein. Merci, on va passer la parole à Eric qui va nous donner la position du Sympaz. Vous représentez, on va te laisser peut-être présenter le Sympaz et puis nous donner la position sur ce sujet-là. Le Sympaz, c'est le syndicat national des prestataires techniques pour le spectacle et l'événement. C'est 250 adhérents et 500 labellisés. Donc évidemment, on est très concerné par le sujet et très intéressé au fait que les adhérents, j'imagine qu'il y en a un certain nombre
dans cette salle, qui sont chargés d'animer des sociétés de prestations techniques. Ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte qu'ils soient le plus possible dans les règles et dans la chaîne de tous les acteurs qui sont représentés ici. Je rejoins les propos d'Alexander. C'est sûr que le décret en lui-même introduit, à mon sens, 2 nouveaux acteurs très importants dont on ne tenait pas forcément compte il y a longtemps. C'est l'ARS, la santé publique, les niveaux. Et là, c'est plutôt en bonne voie. On arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, l'émergence, les riverains. Et ça, c'est la grande nouveauté qui nous oblige tous et qui va nous obliger à repenser un peu nos méthodes de travail, d'évaluation, de prévention. Moi, je voudrais... Petite question pour Maëva. Je suis complètement ignorant, mais le 3101, moi, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut avoir une toute petite explication complémentaire parce que je découvre, en fait. Je suis désolé. Non, mais... Pardon, c'était pas très important, si vous voulez, on peut en parler après. C'est juste que, en fait, c'est une norme un petit peu générale pour dire comment on calcule des émergences. Grosso modo, c'est le bruit résiduel, enfin le bruit ambiant moins le bruit résiduel, c'est-à-dire avec un élément et sans l'élément. Enfin voilà, c'est la différence. Voilà. C'est très important parce que, alors, je suis loin de tout savoir et je ne suis pas spécialiste ni ingénieur. Mais je n'ai pas le sentiment que cette norme-là, elle soit beaucoup connue chez les prestataires que je représente. Et là, ça montre à quel point on a du chemin à faire pour aller vers l'objectif qu'on essaie de poursuivre. Pour être tout à fait clair, aujourd'hui, personne ne sait mesurer correctement. Chacun fait sa petite sauce dans son coin. Donc voilà. De toute façon, dans les basses, c'est compliqué. En extérieur, c'est compliqué de mesurer. Donc c'est pour ça qu'on a toujours voulu justement que ça soit spécifié dans une norme. Mais pour l'instant, au début, ce qu'on s'était dit avec le CNB, c'était d'essayer d'écrire en fonction du type d'événement, parce que du coup, quand tu dois mesurer quelque chose à des centaines de mètres, tu n'es pas influencé de la même façon, par exemple, par la météo, que si tu le mesures en proximité. Donc on se disait qu'il fallait faire par secteur une façon de rédiger le document et de présenter les mesures. Mais ça, c'est un travail qui a été commencé par le CIDB, mais qui n'a jamais été fini et qui ne le sera jamais parce que ça représente une telle quantité de boulot que personne ne veut s'y mettre, quoi. Et juste, j'ai parlé de cette norme parce qu'en fait, avant, elle était d'application plus ou moins obligatoire. C'est-à-dire qu'elle apparaissait quand même dans l'arrêté de 2006 qui précisait vraiment à quelle méthodologie il fallait se raccrocher. Aujourd'hui, législativement, on n'a plus justement de normes d'application obligatoire. Il n'y a plus de normes qui est citée et il n'y a plus de protocole qui est cité. Justement pour englober dans un même ensemble les lieux clos et les lieux ouverts. En fait, c'est cette problématique qui pose problème. Mais vraiment, c'était à titre d'exemple. Voilà. Il ne fallait pas aller chercher plus loin. Non, mais c'est toujours intéressant pour nous de connaître ces normes-là parce que ça permet d'aller dans le droit chemin. Et c'est vrai que chez Agisson, on s'oriente quand même, et Angélique, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, vers une politique qui va vers une obligation de moyens plus qu'une obligation de résultat, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a une émergence de 3 dB au droit des riverains dans la plupart des configs. C'est très très difficile à obtenir, voire impossible. Et ça va passer par une concertation beaucoup plus accrue de tous les acteurs concernés, notamment pour les festivals en plein air, c'est le sujet. Voilà. En préparant la table ronde, tu disais on est au début d'une époque et l'important c'est le chemin. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, je vais paraphraser un peu ce que je viens de dire, c'est que jusqu'à présent, on avait un sonorisateur ou un ingénieur du son qui était chargé de prendre une musique, celle de l'artiste, et de la restituer à un auditoire de plus en plus important. Et ce triangle-là, l'ingé son, l'artiste et l'organisateur suffisait. Aujourd'hui, il faut qu'on prenne en compte les nouveaux acteurs qui sont les fabricants avec lesquels on doit travailler. Et Dieu sait s'ils passent du temps. La directivité, c'est quelque chose qui les occupe tous depuis toujours, et y compris dans les salles. Depuis toutes ces années, on s'occupe principalement de quoi ?
envoyer le son vers les spectateurs pour éviter d'exciter les bâtiments. Et du même coup, réduire notamment les temps de réverbération et l'intelligibilité, parce que c'est ça qu'on cherche aussi. Donc le travail sur la directivité de tous les constructeurs, il n'est pas nouveau. Peut-être qu'il y a des orientations nouvelles à prendre aujourd'hui pour tenir compte de ces deux éléments récents. Enfin, récents pour nous, parce que le texte nous ouvre là-dessus. C'est la santé publique, le respect des niveaux, et le respect des niveaux d'émergence par rapport aux riverains qui, effectivement, ont la possibilité aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, d'exprimer une gêne, même si elle est difficile à mesurer, et si elle est mesurée, difficile à respecter. Et cette gêne-là, si on ne prend pas tout ça en compte, va nous amener à des fermetures et des interdictions administratives dès la saison prochaine. Donc il faut qu'on se dépêche. Merci. Tous. Et la transition est donc faite pour les fabricants. Du coup, on se tourne vers vous. Les attentes sont plutôt énormes. Est-ce que vous pouvez nous parler alors déjà de vous présenter et puis nous parler de l'évolution du matériel par rapport à cette question de la directivité? Je vais commencer. L Acoustique, donc, c'est un fabricant français de haut-parleurs et d'électronique maintenant depuis plusieurs années, que c'est bien connu, on va dire. Pour la question, je rebondirai un petit peu sur ce que vient de dire Eric, en fait, sur le côté que la directivité a toujours été en fait une recherche et constamment évolué en fait au cours de l'histoire de nos entreprises, hein, et pas que de l'acoustique, puisque finalement avant on empilait des boîtes, on empilait ce qu'on appelait communément des châteaux, quoi. Et donc on maîtrisait très mal les interférences, les sommations, tout ça, c'était plein de... Ni pour le public, ni pour le voisinage, c'était plein de lobes secondaires, etc. Donc ça polluait énormément le voisinage. Et donc quand on a commencé à faire ce qu'on appelle des line arrays, on maîtrise beaucoup mieux les interférences, on est déjà beaucoup plus directif. On a plus ou moins réglé le problème des hautes fréquences, que maintenant on sait parfaitement bien diriger sur l'audience. Et puis au-delà de ça, quand on a, pour parler de notre boutique, quand on a fait le K1, en fait, il y a eu aussi le K1 SB qui a été créé en parallèle, qui est une enceinte qui est grosso modo le grave du K1, quoi, qui permet d'être accroché soit dans la ligne pour augmenter la directivité de l'enceinte dans le grave, soit être accroché derrière ou sur le côté avec des presets spécifiques et qui permettent de faire ce qu'a démontré tout à l'heure David, faire de la réjection à l'arrière et faire de la réjection sur le côté suivant les contraintes qu'on peut avoir, quoi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en fait. Et évidemment, l'arrivée ce qu'on appelle le cardioïde natif, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est évidemment l'étape suivante, quoi. Parce que c'est plus facile à mettre en œuvre, moins besoin de points moteurs, enfin, c'est plus simple à calibrer, etc. Donc évidemment c'est une évolution, mais c'est une évolution qui est pas nouvelle en fait. On n'a pas découvert le cardioïde il y a 5 ans, enfin voilà, ça fait très longtemps qu'on le fait. Dans les subs, moi j'ai commencé à travailler avec des subs d'INB il y a 20 ans. On faisait déjà des lignes de sub avec du cardio, on appelait ça du CSA à l'époque. Et donc c'est pas nouveau, quoi, voilà. Je peux revenir là-dessus. Mathieu, même exercice du coup Oui, ils marchent tous. Oui, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, le contrôle de directivité, ce qu'on cherchait à faire, c'était des systèmes de sonorisation qui avaient une directivité constante, qui était plus une problématique de qualité pour l'audience et effectivement de rapport direct réverbéré. Et ce qui est nouveau, c'est de se dire, tiens, c'est intéressant d'avoir une enceinte à directivité constante, puisqu'elles étaient cardioïdes, bien sûr, quasiment toutes les enceintes sont cardioïdes dans le haut médium. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la même directivité sur l'ensemble du spectre et d'inclure le grave dans ce contrôle de directivité. Mais ce qui est nouveau là dans la problématique, c'est d'utiliser cette technique pour prendre en compte la pollution environnementale. Et là, c'est sûr que c'est une problématique qui est de plus en plus présente. Nous, on a peut-être je peux vous raconter une petite histoire. Je crois que c'était en 2009, c'était à peu près à la sortie du V. On était en support sur un festival de métal qui s'appelait le Wacken Open Air du côté de Hambourg, qui est un gros festival de métal en Allemagne. Et c'était une des premières fois où il y avait un contrôle vraiment strict de la pollution sonore et des nuisances au voisinage. Et en fait, on s'est rendu compte
que malheureusement, ça arrivait toujours en mode sanction, comme vous disiez tout à l'heure. Et je pense que ceux qui étaient en charge de la sanction ont aussi découvert que nous, sonorisateurs, on n'était pas que des fauteurs de troubles, mais qu'on pouvait aussi peut-être apporter des solutions, justement en parlant de contrôle de directivité. Et du coup, ça a mis. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la communication, en fait. C'est de travailler en équipe, de réussir à se concerter entre le sonorisateur, l'organisateur de l'événement, les autorités sanitaires et de contrôle, préfecture, etc., qui vont pour travailler ensemble et essayer de trouver ensemble des solutions. Et ça, vous parliez tout à l'heure de normes, c'était des normes de mesure, mais pour qu'on trouve des solutions, il faut les chercher en amont de l'événement. Il faut l'anticiper, en fait. C'est l'anticipation qui va permettre de trouver des solutions qui ne sont pas forcément coûteuses, qui ne sont pas forcément liées à un matériel particulier. Quelquefois, c'est juste de se dire, tiens, on va orienter la scène d'une manière différente, ou la placer ailleurs, ou on va déplacer, on peut inviter les riverains gratuitement au festival. Enfin, il y a des solutions des fois qui sont pas forcément techniques et technologiques et qui provoquent pas forcément un gros budget. Mais tout ça, il faut l'anticiper. Et du coup, c'est plutôt... je pense que c'était pas quand on parlait d'études d'impact, c'était une étude mesurée avec, on va dire, qui va vérifier comment c'est installé et comment ça fonctionne sur le site. Mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur la possibilité d'avoir une pré-étude d'impact, c'est-à-dire d'avoir des outils qui vont permettre d'anticiper les problèmes, d'identifier la pollution qui est engendrée avant le jour de la prestation, où c'est malheureusement souvent trop tard et la seule solution, c'est de baisser. Et évidemment, quand on va voir un spectacle de Rammstein, on va dire, bon, est-ce que ça peut jouer à 82 dB? Peut-être pas. Mais 82 dB, c'est trop fort pour les voisins qui n'aiment pas Rammstein. Hein, donc voilà, toute la problématique de est-ce que j'ai payé mon billet ou pas. J'aime pas. Mais du coup, ça aussi, ça s'appuie sur des normes. Et les premiers travaux, donc à partir de 2009, en fait, on a commencé à aller dans des... donc nous, DNB, à aller dans des congrès et essayer de comprendre ce qui existait en termes de simulateurs de pollution environnementale, puisque c'était utilisé pour les trains, les aéroports. Il y a une obligation de préétude d'impact des nuisances sonores aussi depuis longtemps. Et avec des bruits industriels, par exemple un travaux de démolition ou des choses comme ça, on ne peut pas le faire non plus. C'est évidemment aussi embêtant pour la santé, les riverains, etc. Donc ça s'appuyait sur des normes. À l'époque, c'était l'ISO 9613, qui était celle établie en 96 pour simuler la propagation du son en plein air et essayer de se dire quels sont les paramètres importants pour la propagation du son. Ça a évolué, il y a eu la NOR 2000 après, qui était une autre norme européenne qui a été utilisée, qui permettait d'aller plus loin. Mais ces normes-là n'étaient pas adaptées à notre domaine, parce que les sources de bruit étaient des bruits industriels, donc marteau-piqueur, des machines, etc. Donc il fallait intégrer la notion d'une source de bruit musicale, avec un spectre peut-être spécifique à un style. Donc ça, c'était une première démarche, c'était de dire, il faudrait qu'on mette dans les normes la possibilité d'avoir ces bruits. Et il y avait un autre morceau qui était important, c'est que toutes les sources de bruit naturelles, une autoroute et la mer, ne sont pas corrélées en phase, elles ne se somment pas parfaitement. Nous, la plupart de nos sources de bruit, qui sont les haut-parleurs, diffusent le même signal, donc hautement corrélé en phase, souvent. Dans les subs, en général, ils diffusent tous exactement le même signal. Et du coup, la simulation ne permettait pas d'avoir une simulation fiable, parce qu'il n'y avait pas cette notion de phase. Qui est nécessaire aussi, parce que en fait, c'est un peu ce qu'ils ont découvert dans les solutions, c'est que en fait, quelquefois par réglage sur le système, par exemple là, sur cet exemple du Wacken, en fait, on a réussi à résoudre la problématique juste en changeant un délai dans les outfields. C'est peut-être un peu technique, mais à l'époque, il y avait du système J avec des J-subs qui étaient cardioïdes accrochés, etc. Mais en changeant les délais, donc juste un réglage dans les processing, ça a permis de diriger l'énergie à un autre endroit et du coup de résoudre la problématique. Donc ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte dans la simulation les réglages apportés par le sonorisateur en fait, et aller assez loin, les réglages de délai, de niveau bien sûr, mais aussi par exemple on utilise une technique qui s'appelle le reprocessing qui va contrôler la propagation dans la portée. Donc voilà, il faudrait prendre en compte tout ça pour que ça soit fiable. Une question peut-être un peu impertinente, je ne sais pas. Est-ce qu'un système plug and play, justement, c'est pour faire l'économie de tout ça? Est-ce qu'on peut faire l'économie de tout ça avec un système plug and play ou pas? Ah non, bien sûr que non. Ça n'existe pas un système plug and play. De toutes les façons, on utilise toujours un simulateur pour optimiser vraiment. Aujourd'hui, le niveau d'exigence fait que c'est pas juste on accroche et puis ça joue comme ça. Il y a toujours une phase d'optimisation et qui est basée quasiment tout le temps sur une simulation en amont. Est-ce que la demande
sur un système natif. Alors, pour te reciter, mais la question ira aussi à Thomas. Depuis 2018, vous avez de plus en plus de demandes sur du système natif. On va aussi poser la question à Alexander pour voir si les clients sont aussi de plus en plus clients sur un système, pardon pour le terme plug and play, mais en tout cas un système natif. Est-ce que la demande augmente à cet endroit-là ? Comme je dis, plug and play, c'est... Si on sous-entend le fait que c'est déjà cardio, on va dire c'est plug and play. Maintenant, je reviens avec les propos. Je pense qu'un un système cardio mal calé, ça revient au même problème. Il y a même des cardio contre les murs aussi. Ça revient au même problème. Donc, en soi, il faut quand même, peu importe le système qui est mis en œuvre, il faut une connaissance pour pouvoir l'appliquer, qu'il soit cardio natif, plug and play ou quoi que ce soit. Ça reste quand même du matériel qui nécessite un minimum de connaissances. Je pense. Et oui, un minimum d'études sur le déploiement. Parce que du coup, il s'avère que je pense surtout aux futurs produits qui vont arriver. Il faut quand même des personnes qui soient formées pour l'utiliser afin que le déploiement soit en tout cas dans les attentes. Et puis c'est pas magique, ça fait que couper le son derrière. Donc ça veut dire qu'il faut que le voisin qui se plaigne ou les nuisances qu'on a limite sont derrière le cardioïde. Si on n'a pas identifié quelle était la zone sensible et l'orientation du système, c'est pas du tout une solution. Thomas ? Oui, c'était exactement ça. Oui. Le cardio natif, ça va régler le problème uniquement derrière. Il y a beaucoup d'autres sources de bruit en fait. Il peut y avoir des outfields qui peuvent être mal calés, par exemple, des subs qui peuvent être différemment positionnés, etc. Il peut y avoir le monitoring, on en parlait tout à l'heure. Parfois, il y a des systèmes de retour qui sont aussi gros que des diffusions de festivals pour une autre scène, par exemple. Donc, c'est aussi des sources de bruit qui sont, pour le coup, orientées très différemment. Et puis, donc, on ne peut pas se faire l'économie de cette partie simulation qui doit être faite proprement et avec une connaissance et une bonne formation du système et du sujet. Oui, ça, c'est évident. Et sur ces normes de simulation, du coup, depuis après, il y a eu des publications, on a participé à l'évolution de ces normes. En fait, depuis 2011, ces normes, elles prennent en compte du coup la capacité de simuler la phase, par exemple. La norme en vigueur, maintenant, ça a évolué aussi. Maintenant, on utilise Knossos EU comme norme de simulation la plupart du temps, qui est capable de bien simuler un système. Donc ça, c'est sûr que pour moi, c'est le truc principal, c'est de pouvoir anticiper. Alors la météo, dans l'an 2000, c'est là où c'est complexe parce qu'il faut faire plusieurs scénarios, etc. Donc Knossos EU, c'est beaucoup plus simple parce que c'est statistique et il y a un curseur de PFAV qui permet d'aller vers ça propage beaucoup ou ça propage peu. Justement, ce qui est compliqué, c'est de prévoir à l'avance en fait quelle météo on va avoir sur site. Et le problème, c'est que si jamais on met tous les paramètres à fond pour se dire je vais simuler comme si jamais j'avais un grand vent, que si jamais on met tout en négatif, on arrive à la conclusion qu'on peut absolument plus rien faire. Par contre, là où l'avantage énorme de ces outils-là, c'est que ça vous permet au moins de se dire, ok, je m'aperçois que là j'ai un creux, j'ai pas d'habitation par là, et je vais essayer d'orienter mon système par là. Donc ça permet au moins d'être intelligent dans la démarche. Et l'avantage de tous ces systèmes de simulation, c'est que ça permet de réfléchir à l'avance et donc d'en parler tous ensemble et de trouver la meilleure config qui va faire qu'en moyenne, vu que c'était par là qu'il y avait le moins de gens, c'était par là que c'était le plus intelligent d'envoyer. Après, on peut pas s'y fier pour faire on peut pas dire que ça va marcher en simulation réellement. Moi, sur des mesures physiques à 2 km, on parlait tout à l'heure du dada, là où j'avais eu des problèmes. Il y a une fois où tu étais là, justement, on mesure, paf, 126, il n'y avait rien. Puis le lendemain, 105, je faisais la guerre. Bon, j'ai plus de 20 dB de variation parce qu'un coup ça porte, un coup ça porte pas. Et en champ très lointain, nous on utilise des haut-parleurs qui sont très puissants. Aujourd'hui, je ne sais pas combien vous êtes en niveau de puissance exactement, mais enfin c'est des niveaux de puissance qui sont considérables. Donc du coup, les portées, ça va extrêmement loin. Et ce qu'on envoie dans le champ lointain va être très influencé par le vent, notamment. Si je peux juste revenir sur l'histoire du vent aussi, il y a aussi des croyances dans le métier en fait qui sont assez tenaces.
n'arrives pas à se débarrasser, et notamment sur le fait qu'on pense toujours que les subs qui sont accrochés vont plus polluer l'environnement que les subs au sol. Donc dit comme ça, c'est déjà parfaitement faux. Après, on peut parler des déploiements, arc sub quand c'est au sol, sub pendu, c'est plutôt des lignes verticales. Mais sur les paramètres météo, on a montré par 3 méthodes différentes que les subs qui étaient accrochés étaient moins soumis aux variations dues au vent et dues au gradient de température. Donc finalement, d'avoir des subs accrochés, c'est aussi une façon d'être plus proche et moins dépendant de la météo qu'on va avoir le sol. Et c'est le cas pour l'influence de la météo, mais c'est exactement le même cas pour l'influence du public, qui va avoir largement modifié la propagation du son de façon très différente avec un système accroché et un système au sol. Et finalement, d'avoir des systèmes accrochés, contrairement à ce qu'on entend assez souvent, et ben, en fait, on va être moins embêté au niveau pollution sonore, quoi. Alexander. Je suis en train de réfléchir à ce que disait Thomas. Ouais, pardon. Du coup, il y a aussi, pour revenir au plug and play, il y a aussi une variable qu'on a beaucoup de mal à maîtriser sur les festivals particulièrement. C'est même si on fait le système le plus, on va dire, la meilleure réjection possible sur la façade, en fait, on oublie toute la partie retour. Alors, le vrai problème des retours, c'est que ça bouge tout le temps. Et les sides aussi d'ailleurs, et qu'à chaque fiche technique ça bouge, et parfois il y a même des DJ qui demandent des sides et des bouffes, et etc., et souvent en fait malheureusement c'est orienté parfaitement là où et du coup c'est pas bon sur les côtés par exemple, et du coup c'est vrai que ça c'est une vraie variable, et très souvent on a été épaté de se rendre compte qu'en fait c'est ce qui était le pire en fait, c'était la partie plateau. Par exemple, on a fait plusieurs festivals où quand le plateau joue pas, c'est super, et après, le plateau joue, il faut qu'ils s'entendent. Donc du coup, à part Chaka Ponk qui sont en hire, du coup, il s'avère que c'est vrai que ceux qui demandent des grosses ressources sur le plateau, du coup, l'étude d'impact est sûrement très fausse, parce que évidemment, ça bouge tout le temps, par-dessus le vent, etc. Ça fait beaucoup de variables, et ces variables-là, en fait, convergent sur une seule chose qui est sûre, c'est qu'on a des techniques, on a des craies, on a des choses, on a des éléments. Maintenant, aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on communique tout ça, parce que du coup, c'est le plug and play. Pour moi, c'est pas une solution. C'est la formation, c'est d'être spécialiste, que les personnes qui utilisent en tout cas toutes ces choses soient dans la conscience, parce qu'on a déjà eu ce genre de choses avec l'accroche, ça fait partie des choses qui sont actuellement très, très rigoureuses, et qu'aujourd'hui, toute personne qui utilise un engin mobile doit être formée. Du coup, par conséquent, je pense que ça nécessite aussi de la formation, tout simplement. Alors la transition est parfaite dans la préparation de cette table ronde. David, tu disais on manque de formation théorique de base, on manque de connaissances en physique du son. Oui, je pense qu'en fait, il y a un revers au fait. Il y a 40 ans, on n'avait pas de preset tout fait. Donc du coup, les gens devaient quand même s'occuper un petit peu des filtres, s'occuper de faire en sorte que ça sonne à peu près. Ça donnait quand même une connaissance de comment est faite l'enceinte, qui est plus approfondie que ce qu'on a maintenant. Maintenant, on a plus des gens qui savent utiliser l'enceinte, mais qui la voient comme une boîte noire, qui ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a un filtre qui est en liquid relay de trucs. Et ça, aujourd'hui, moi, je pense que pour pouvoir bien caler un système, ce serait important de connaître ça, notamment quand tu veux créer des réjections, parce que là, ce que j'ai présenté, c'était la solution simple. Après, bien évidemment, quand tu veux aller chercher du détail, il faut aller dans de la maîtrise de comment ça marche physiquement parlant, qui est très importante. Et c'est pareil, quand on fait une mesure, aujourd'hui, on fait une mesure avec quelques micros, mais on décrit un phénomène. Quand on parle de directivité, on parle des X, Y, Z pour l'aspect physique. Donc on parle les différentes dimensions. Puis après, on parle du fait qu'il faut que ce soit la même fréquence. Il faut que ce soit, on est impacté par la fréquence, par le gain et par la phase. Donc globalement, on a un truc qui est en 6 dimensions. Et quand tu fais une mesure, tu regardes en un point. Il faut que tu traduises ce que veut dire ce point-là, mais il faut qu'à travers cette mesure dans ce point-là, tu arrives dans ta tête à comprendre
qu'est-ce qui va se passer plus loin, que ce point-là caractérise un défaut ou un décalage qui va faire que ici, là-bas, ça va être la catastrophe. Mais du coup, tu es obligé de pouvoir le simuler dans ta tête. Et pour pouvoir simuler un système dans sa tête, il faut être à l'aise avec ce truc-là. Il faut que ça devienne un langage. Il faut que ça soit en toi. Et du coup, moi, je pense que pour bien caler et pour comprendre, pour être capable d'interpoler une mesure et pas juste de se dire bon, j'ai posé mon microphone là, donc je m'occupe de ce qui se passe ici. Oui, mais si tu vois que si jamais tu es bien en phase ici et que faut que tu saches, faut que tu aies le truc en toi de comment ça va se passer en fonction de ce que tu mesures. Et ça, pour moi, du coup, ça demande de la formation. Et je pense vraiment qu'on a un problème, qu'on a un manque là-dessus. On manque de formation à tous les niveaux, du côté des sonorisateurs, de partout. Alors, les sonorisateurs ont un peu plus l'aspect technique. Aujourd'hui, vis-à-vis les acousticiens connaissent pas la sono. Hein. Enfin, c'est tout comme un sonorisateur ne sait pas bien ce que c'est qu'un NR20 ou un truc comme ça. Mais oui, je pense qu'on a besoin d'échanger tous ensemble. On a besoin que ce métier qui est... tenir compte des voisins, c'est réunir plusieurs métiers. Et donc, il faut qu'on arrive à se parler pour s'échanger, pour qu'on ait plus de transparence entre nous et qu'on se comprenne. On ne parle pas la même langue, là, actuellement. Ouais, Maëva, vous partagez le même constat, c'est-à-dire que sur le terrain, vous constatez qu'on ne parle pas la même langue et qu'on manque de formation. Le manque de formation, oui, j'y souscris, bien sûr. Après, en fait, c'est un peu compliqué parce que on reste, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, on est quand même dans des systèmes qui ne sont pas déterministes. C'est-à-dire quand on balance un bruit, on ne sait jamais ce que ça va rendre. Donc effectivement, il faut avoir cette capacité d'imagination et voir dans le pire des cas. Je dis ça parce que nous, en termes d'autorité de contrôle, si ça dépasse sur 5 minutes, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde dans la mesure où nous, on voit le projet global. On ne demande pas une étude d'impact de nous transmettre le timing de chaque artiste avec la spatialisation de chaque artiste, le preset de chaque artiste et tout ça. Et Dieu merci, parce que si on avait tout ça à contrôler et vous à produire, on s'en sortirait pas. C'est pas du tout ce qu'on demande. On demande juste que les choses soient effectivement anticipées, qu'il y ait une bonne communication, que quand il y a des choses en place qui sont mises, effectivement, on a une traçabilité de ça. Quand on demande des fiches techniques, on aimerait bien qu'on nous les transmette. Voilà, on rentre dans ce cas-là. Après, si pendant 10 minutes, ça a été la foire qu'il y a un groupe, car ça arrive des fois, il y a des groupes étrangers qui viennent sur des festivals, qui ne sont pas forcément au courant des réglementations, et les ingé-sons font... comme ils ont l'habitude de faire. Je ne critique pas les ingé-sons, je dis juste que autre temps, autre mœurs, et autre géographie, autre mœurs également. Donc il y a aussi ce critère-là où effectivement on est sur des systèmes qui ne sont pas déterministes et c'est bête de vouloir, ce serait bête de vouloir se dire on va déterminer comme on pourrait déterminer le bruit, j'en sais rien, d'une chaudière, d'une pompe à chaleur ou ce que vous voulez. Donc effectivement, il faut prendre cette réalité-là en question. Le fait d'anticiper, et comme tu disais si bien, ça peut aussi passer par des choses genre des groupes WhatsApp, des rencontres, comme on l'a vu ces jours-ci en fait dans les autres interventions, où effectivement on peut mettre tout un tas d'autres choses en place, quoi. Mais effectivement, il y a quand même une réalité qui est non négligeable, et là je te rejoins complètement, c'est que les systèmes... En fait, les gens sont plus formés. Il y a, je sais pas, 30 ans, bon, j'étais pas née, mais les acousticiens, c'était des physiciens qui faisaient de l'acoustique parce que, grosso modo, ils faisaient de la musique. Je caricature, mais voilà. Depuis 20 ans, il y a des filières acoustiques, il y a des licences pro acoustiques, il y a l'IMDEA au Mans, il y a des trucs qui sont hyper spécialisés parce qu'il y a plus de connaissances en fait. On avance dans la connaissance de l'oreille, de l'audition, etc. Mais on avance aussi dans la connaissance des systèmes physiques qui produisent des choses. Donc il est normal que les constructeurs avance dans ce truc-là et toujours une longueur d'avance par rapport aux normes en fait, parce qu'ils essaient de trouver des choses qui marchent, mais il y a aussi des choses, je pense, des choses qui marchent pas. Et effectivement, mais pour créer des solutions en fait à des problèmes qui
se posaient de manière implicite avant, qui ont été formalisées par une législation dans l'état des connaissances en fait. Et la législation voudrait se dire on est absolu, on chapeaute tout, mais en fait il faut bien voir qu'elle a toujours un temps de retard parce que les constructeurs ont construit, les problèmes se sont posés, et donc nous on essaie toujours de raccrocher un petit peu en disant non mais on a toujours dit la même chose, et le législateur a toujours un temps d'avance, alors que factuellement dans la réalité c'est plutôt une législation qui essaie de se mettre à jour par rapport à des problématiques qui sont existantes et qui n'ont pas été formalisées en tant que telles. Et donc, à ce titre, il y a quand même une bonne communication, peut-être émergente, mais entre alors, les constructeurs, bon, je ne vous connais pas trop, mais c'est vrai que nous, en tant que préfecture, on se retrouve avec des systèmes hyper puissants et qui sont absolument pas maîtrisés, parce que grosso modo, le mec qui pilote la chose a l'habitude d'une boîte noire et se dit pas qu'en fait la sonorisation avec laquelle il joue est vachement plus puissante que celle qu'il avait il y a 10-20 ans. Voilà. On en revient à la formation. Et Mathieu Delchini, tu interviens sur le terrain en tant que formateur, sauf erreur. Toi, tu la constates aussi, ce manque de formation auprès des gens auprès de qui tu interviens? Bah, nous, on investit dans la formation, donc oui, bien sûr, c'est parce qu'on se dit que c'est sans doute une mission et qu'il faut le faire. Mais je pense quand même que, comme tu disais, nous, on est là pour fournir des solutions et aider quand même. On ne peut pas non plus demander à tout le monde d'avoir un niveau de maîtrise de physique et d'arriver à simuler dans sa tête comme le fait David. C'est très bien s'il y en a qui ont envie de le faire et de se former pour le faire, mais si on veut que ça se généralise, ça ne peut pas être la seule solution non plus. Je pense qu'il faut... c'est pour ça que c'est des outils simples de simulation au XXIe siècle. Ça paraît aussi... on peut mettre ça dans ces équations dans un ordinateur et le laisser calculer pour nous et visualiser ça sous forme de graphique. C'est peut-être quand même tout aussi simple. Après, bien sûr, il faut former les gens pour interpréter ces graphiques, modéliser. Enfin, il reste du travail de formation quand même, mais... Voilà, c'est peut-être pas non plus besoin d'aller dans le détail des équations de la propagation du son. Et c'est des choses qui sont très complexes. Si on regarde pour modéliser le son en plein air, en plus, comprendre vraiment ce qui se passe sur plusieurs centaines de mètres ou kilomètres, c'est pas simple du tout. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que je rejoins assez Mathieu là-dessus. Sur le côté, effectivement, on n'est pas tous obligés de connaître la physique derrière, vraiment en profondeur. Disons, mais c'est savoir utiliser les outils, connaître les limites des outils aussi qu'on utilise, les limites des normes qu'on va utiliser. On parlait des normes sur le calcul de bruit, mais elles ont toutes leurs particularités et aucune ne dit ce qui va se passer en vrai. Enfin, c'est tout affaire d'approximation. L'idée, c'est de connaître la limitation de ces normes. Et sur le côté formation, je pense que ce qui manque surtout, c'est le côté formation croisée, je dirais. C'est-à-dire que les ingé-sons qui connaissent souvent très bien leur système et qui savent très bien le mettre en œuvre, ne savent pas forcément quel va être l'impact pour le voisinage et comment on va faire une étude d'impact, par exemple. Je l'ai côté les normes, etc., dont on parlait tout à l'heure. Et dans l'autre sens, les acousticiens, ils ne savent pas tous ce que c'est qu'un système de sonorisation, comment on le calibre, quelles vont être les contraintes, qu'est-ce que le monitoring, qu'est-ce que les side fields, tous ces trucs-là. Et donc, je pense que c'est surtout cet aspect rencontre, en tout cas, communication entre ces deux mondes qui, parfois, ont du mal à communiquer l'un voit l'autre comme une contrainte et vice-versa. Donc, quelque part, alors qu'on finalement, on est tous censés travailler ensemble pour réussir un événement d'un point de vue qualité pour le public, mais aussi pour limiter les plaintes du voisinage, etc. Et avant de donner la parole au public, une phrase que Eric, tu as dit pendant qu'on a travaillé, peut-être sur laquelle je crois on sera sans doute d'accord. La solution est partout. Du côté des sonorisateurs, des constructeurs, des exploitants, de l'ARS, la responsabilité ne repose pas sur un acteur particulier. La difficulté, elle est peut-être là aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, bien entendu, c'est la première chose. J'observe dans le propos de Maëva que quand même le point de départ, c'est le INS. Et le INS, ça concerne, et ils sont sûrement minoritaires dans cette salle, d'abord les organisateurs. Et aujourd'hui, le INS, et c'est aussi le travail d'Agisson, c'est de faire en sorte que ce soit le plus cohérent possible. Aujourd'hui, elles sont très variables selon les gens qui interviennent, à la fois en budget et en objectif. Là aussi, il y a de la formation à faire et de l'information, parce qu'il faut probablement que les organisateurs de festivals
impliquent un peu plus leurs prestataires et apportent de l'aide à l'harmonisation des EINS. C'est comme ça, c'est la base en fait, et c'est pour ça que j'y reviens. On parlait de chemin, mais oui, c'est de la progression. On est au début du chemin parce qu'on a des nouvelles contraintes qui sont connues depuis 5 ans et applicables depuis 6 mois. Et ça passe par les EINS. Agissons fait un travail formidable là-dessus, justement en essayant de les étudier et de comprendre les différences qu'elles peuvent comporter. Et le boulot, il est colossal parce qu'on voit bien l'importance que ça revêt après dans les observations que va devoir faire le contrôleur de la régulation. Et sur ce point, il faut encore une fois impliquer les constructeurs. Il faut évidemment dans l'étude, il faut parler des systèmes qui vont être déployés. Sinon, on est dans la config que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que on n'aura plus adéquation entre ce qui est présenté dans l'EINS par l'organisateur du festival et les gens qui sont chargés de contrôler et de faire appliquer la réglementation. Et là, le premier impacté, bien entendu, nous on est en deuxième ordre, aussi bien les fabricants que les prestataires, que les sonorisateurs ou les ingé-sons. Le premier impacté, c'est l'organisateur du festival. On est tous réunis ici pour trouver des solutions et qui vont nous permettre d'éviter qu'on ait des annulations dans les saisons qui viennent, puisqu'on parle principalement de l'été, puisqu'on est dans le plein air. Donc, information aussi sur le INS, et je pense qu'aujourd'hui, elle est encore trop faible. Et on doit tous participer à s'échanger les informations et à contribuer à ce qu'elles soient réalisées d'une façon un peu plus standard, régulée, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit dire, et il faut que ce soit lisible par tout le monde. Maïva disait il y a un instant, sur 100 études d'impact, il y en a 100 différentes, faites de manière différente. Ben oui, je pense qu'Angélique, si tu voulais prendre la parole, tu pourrais commenter, mais c'est vrai que c'est... Oui, aujourd'hui, le INS, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est une INS aujourd'hui et le coût que ça peut représenter pour un organisateur de petits festivals de quelques milliers de personnes ou quelques centaines de personnes. Ça peut être colossal dans son budget. Ça fait partie alors des notions purement financières. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui a des répercussions très fortes. Le coût de l'EINS, le coût des expériences, comme celles qu'on a pu mener à Mars Attack, le coût en général d'un déploiement différent de matériel, ce sont des coûts importants que les économies des festivals ne peuvent pas forcément supporter et que les budgets des prestataires ne peuvent pas non plus encaisser. Donc c'est le chemin vers cette harmonisation de l'EINS au départ qui va nous rapprocher et faire en sorte que vous ne récoltiez pas des données farfelues par rapport à ce que vous allez constater sur le terrain. Et en partageant tous cette information sur les EINS, on va tous apprendre à aller dans le fameux chemin. Le chemin. Merci. Maintenant, il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, vous êtes très nombreux. Je suis sûr qu'il va y avoir des prises de parole, des questions, des remarques. Allez, on se lance. Merci. C'est toujours le premier ou la première. Pour qui c'est le plus difficile? Bonjour. Pardon, je vais juste préciser, vu qu'on est enregistré, si vous pouvez bien vous présenter avant de prendre la parole. Merci beaucoup. Nicolas Legendre, directeur technique de Mars Attack. Justement, on a fait l'expérience un peu cette année. Je voulais juste préciser par rapport aux EINS, vu qu'on est un petit peu dans un moment de recherche, en tout cas sur comment essayer de réduire nos émergences. Je crois savoir qu'il faut les rendre 2 mois avant. C'est pas toujours évident de pouvoir d'avoir déterminé en tout cas les systèmes sur toutes les scènes 2 mois avant, parce que ça nécessite, si on cherche à réduire nos émergences, ça veut dire on cherche aussi des nouvelles façons de travailler. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça parfois qu'il peut y avoir, je pense, des petites différences. Ou sinon, il faudrait peut-être avoir peut-être plus de tolérance. Enfin, je pense qu'il y en a encore, mais
dans le délai du rendu. Voilà. Alors, bon, je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question parce que nous, moi, je suis vraiment de préfecture de police de Paris. Il faut savoir qu'à Paris, on a notre organisation propre. On est 7 inspecteurs pour tout Paris. On gère aussi les festivals et toutes les demandes nous arrivent à partir du cabinet du préfet de police, donc ce qui est une boîte noire administrative. Voilà, il n'y a pas de délai exigible. Juste, on est nous. Dans notre service, ce qui n'est pas généralisable ou extensible à l'ensemble de la France, en fonction, de la connaissance des services de ces problématiques, parce que toutes les villes n'ont pas de service dédié à l'encadrement des nuisances sonores. Les gens qui sont formés sont assez rares dans notre corps de métier, qui est bien spécifique et encore une fois un corps administratif. Donc il faut pouvoir expliquer ces enjeux de manière un peu compréhensible. Nous, en termes parisiens, on demande à ce qu'au moins la veille, si ce n'est quelques jours avant, on puisse avoir au moins une étude prévisionnelle. C'est pour ça que les études faites me semblent assez suspectes pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, parce que on va mesurer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc si vous voulez, de donner directement une valeur d'émergence, je trouve ça un petit peu... voilà. Une INS est de toute façon prédictive. Voilà, exactement. On ne va pas demander. Elle est prédictive, c'est ce qui est écrit. Je dis ça parce qu'il existe. J'ai vu, je ne dirais pas qui, j'ai vu des valeurs d'émergence qui étaient données a priori. Voilà, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que la personne, comme elle vient chaque année, du coup, elle a une base de données sur ce festival, elle est plutôt bien informée. Donc, du coup, elle peut donner un cadre, toujours à incertitude près. Et sur les événements extérieurs, on est à beaucoup d'incertitudes, à plus d'incertitudes que 3 décibels. Et ça m'étonnerait que des gens dont je fais partie disent qu'un festival ne respecte pas les règles parce que sur toute la durée du festival, il a émergé une fois à plus de 3 décibels dans une bande octave. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas ce genre de pratique parce qu'on comprend bien que c'est des choses qui sont très compliquées comme nous l'avons vu et qu'on ne peut pas faire ce genre de choses. Voilà. Donc effectivement, on demande juste d'avoir une prise en compte des systèmes... une obligation de moyens. Qu'on fasse exactement, le travail, qu'il y ait une réflexion qui soit faite. On est d'accord. Effectivement. Très bien. Et une prise en compte par vous, en l'occurrence, en tant qu'organisateur d'événements, on demande à ce qu'il y ait une prise en compte du fait qu'il y a un décret qui existe. Bien sûr. Voilà. Vous avez raison. Il y a une main là-bas et puis après ici. Bonjour, alors moi je m'appelle Antoine Hurtado, je suis le gérant de la société 3DB et des études d'impact, on en fait un paquet. Alors c'est vrai que la formation, nous on a parfois du mal à trouver des gens pour bosser avec nous, mais je voudrais revenir sur les difficultés de cadrer, comme vous disiez monsieur Alvernia, une étude d'impact. Dans l'acoustique, passer par la case labo, c'est toujours très cher. Même sur des trucs de petite taille, même pour les fabricants d'équipements électroacoustiques, il faut vraiment avoir un labo chez soi, c'est difficile. Et quand il s'agit de mesurer l'impact d'équipements qui sont implantés dans l'environnement, je vais me lever, c'est encore plus dur. Parce qu'il faut venir avec un camion, avec des équipements, il faut les mettre en place, il faut déjà imaginer à quoi ça va ressembler. On ne pourra jamais avoir autant de matériel que quand on fera vraiment le show. Donc on peut avoir des données, par exemple ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de soulever les caissons, c'est tout à fait contre-intuitif, mais c'est vrai qu'il y a une grande partie de l'énergie qui est rayonnée sur la sphère et qui va se barrer dans le cosmos, alors que l'autre, sur le front d'onde, il va quand même y avoir quelque chose qui va avoir, sur l'effet de surface, qui va avoir une portance assez grande. Donc ça se devine pas. Et puis il y a aussi des questions de coût. C'est quand même infiniment plus simple quand on veut vendre 15 000 tickets de prendre 2 line array, de les monter comme ça, plutôt que de faire un maillage au sol où on va distribuer dans des petits coins, avoir de la diffusion de proximité en multipoint. Il y a ça aussi. Et puis je terminerai par la mésaventure de mon camarade David Rousseau. On a mesuré pour le Longchamp sur Lapalooza
que vent portant ou vent contraire, on avait un micro sur Suresnes et un autre sur Boulogne. Il y avait des écarts. Donc sur une soirée, c'est Suresnes qui prenait plus 15, plus 20. Et le lendemain, c'est Boulogne qui prenait plus 15. Vous voyez ? Donc, alors là, ça nous renvoie, je dirais, à une volonté politique. Parce que quelque part, les ordres de grandeur que la nature nous impose ne sont pas gérables. On n'a pas les outils, on n'a pas les moyens de gérer ça. Donc il faudra penser déjà à bien qualifier les systèmes et la façon dont ils rayonnent dans l'environnement. Les intégrer dans les simulateurs, ça je pense on est forcé de passer par cette case-là, David, on ne va pas faire ça au doigt mouillé. Et, bon. Et puis ensuite, il faut penser pour les organisateurs aussi, dans quel environnement on s'installe. Vous voyez, il y a des environnements qui sont quand même plus propices. Si on tire vers la mer ou des choses comme ça peut arriver. Ou vers un bois. Ou dès qu'il y a un relief. Voilà. Et voilà, quoi. Mais les ordres de grandeur sont énormes. Et il y a quand même un truc qu'on ne dit pas, c'est qu'on joue très fort. On joue trop fort. Voilà. Donc, il faut baisser. Voilà. Alexander voulait répondre, et puis Eric aussi. Pour le niveau, moi je voudrais proposer un échange avec le Parlement. Moi je rendrais bien 3 dBA pour la pression sur les spectateurs à 99 en échange de 12 dB d'émergence. Qui veut bien faire une petite pétition, qu'on avance un peu plus? Pardon pour la blague. Alexander? Alors, c'est absolument vrai. Enfin, moi, je reste convaincu que... après, ça c'est personnel. Mais aujourd'hui, tant qu'on n'a pas... Parce qu'il faut partir du principe que nous... Enfin, moi, je prends mon rôle de sondier. Moi, je ne sais pas derrière ma console si j'émerge ou pas derrière ma console. Par contre, si j'ai un système de monitoring en temps réel, peut-être que ça peut m'informer de savoir ce que je suis en train de faire. Après, c'est vrai que c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que un système de... Enfin, nous, en tout cas, être informé en temps réel de ce qui se passe sur un maillage autour du festival me semble bien plus, on va dire, précis, parce que c'est du temps réel. On peut s'imaginer des choses avec des prédictions sûrement, on peut penser, mais je pense que la nature, en tout cas, pour la propagation du son, voilà, elle est telle qu'elle est. Hein. Donc, moi, en tout cas, je passe en rôle plutôt de la personne qui peut s'inquiéter, parce qu'il y a des gens derrière les consoles qui s'inquiètent de se dire, est-ce que... Enfin, faut pas croire, hein, les sonorisateurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mixeurs qui font très attention. C'est les premières questions. Il y a très rarement des mixeurs qui jouent. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est plus en plus rare d'avoir des personnes qui dépassent littéralement déjà le 100, à part cas et vraiment. Mais généralement, il y a beaucoup de mixeurs aujourd'hui qui s'adaptent de jouer moins fort. Et on est sur la bonne voie déjà là-dessus. Et derrière, je pense que sûrement demain, la deuxième question, ça va être est-ce que je me pollue ou pas et à quel seuil aujourd'hui. Et après, peut-être qu'il y a des solutions idéales ou pas. Mais en tout cas, je pense que ça serait intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, sur le niveau, moi je suis assez d'accord qu'on voit que les niveaux peuvent descendre. En fait, les systèmes modernes ont de plus en plus de dynamique, et en fait, finalement, c'est la dynamique qui est intéressante, je pense, quand même pour le public, même si, bien sûr, il faut quand même un minimum de pression, hein, je sais pas pour dire. Mais oui, c'est surtout quand même la dynamique, et on voit que ça. Il y a d'autres choses aussi, comme les systèmes de spatialisation aussi, qui font aussi que les gens travaillent moins fort. On mesure aussi des niveaux, il y a une sensation, une intelligibilité qui est directement meilleure. Et du coup, les niveaux de pression, on voit bien sur les SPL mètres qui descendent aussi. Donc voilà, il y a sans doute. De toute façon, il faut combiner toutes les technologies, il y a le contrôle de directivité et tout ça pour arriver à apporter de la qualité pour ceux qui ont payé leur billet, et aussi concilier le voisinage, je pense. Thomas, avant de passer la parole. Ouais, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, les dernières années où je faisais ingénieur système pour des festivals, on voyait que déjà, en tout cas pour ce qui était des Français, acceptaient volontairement de baisser les niveaux. Et bon, c'était pas toujours le cas avec des Anglais ou des Américains, mais bon,
Ça, c'est autre chose. Et sur le côté monitoring, effectivement, donc si on monitore le niveau dans le public, on pourrait imaginer monitorer aussi le niveau d'émergence, évidemment. Et j'allais parler aussi de l'immersif, qui effectivement, c'est quelque chose qui a été peut-être pas démontré scientifiquement, mais quand même c'est quelque chose qui remonte pas mal du terrain, que quand on utilise des systèmes immersifs, ça joue moins fort. C'est-à-dire quand on est pour des raisons, je sais pas, psychoacoustiques, etc., ça joue moins fort de quelques dB, et quelque part c'est toujours ça de gagner. Merci. Oui, alors Guillaume Balin, bureau d'études acoustiques. Je reviens sur ce que vous disiez, Eric, tout à l'heure, sur la disparité entre les EINS. Moi, ça m'évoque un sujet global, c'est qu'il y a des disparités sur les typologies de lieux de festival. Vous pouvez avoir un théâtre de verdure, vous pouvez avoir un festival dans une salle. Par exemple, je pense que tout le monde est passé par exemple dans une salle comme le Grand Rex, et Mathieu, tu as dû voir, ou chez l'acoustique aussi, autant de design sur une salle comme ça qu'il y a de techniciens système. Le sujet du festival, est-ce que c'est un sujet sur 15 jours? Est-ce que c'est sur quels horaires aussi? Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup évoqué, c'est les horaires. C'est-à-dire qu'on ne gère pas la même chose, un festival qui joue de 18h à minuit, ou quelque chose qui dépasse sur la nuit avec des DJ jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, ça c'est quand même assez différent. Et du coup, moi je le prendrais plutôt dans l'autre sens, dans votre propos, on en est au début, parce qu'il faut construire ce travail-là entre... moi, ça me renvoie à un schéma de travail de recherche de résultats et de recherche d'objectifs. Et tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire sur ces notions-là, à mon avis, la principale axe de travail, c'est la prise en compte de toutes les problématiques à prendre en compte, qui sont complexes, entre l'artistique, la technique, le son, la production, les autorités administratives, les autorités de santé. Il faut mettre tout ça sur des groupes de travail et des protocoles communs, mais ça ne peut être que sur des choses qui varient entre les différentes typologies, mais ça ouvre forcément des voies de navigation différentes au cas par cas, quoi, selon moi. Je pense qu'on est raccord. C'est vrai que, alors, sous la responsabilité d'Angélique, mais peut-être qu'Agisson pourrait être fédérateur sur ce point, et pourquoi pas avoir un groupe de travail avec un certain nombre d'entre vous, bureau d'études, un groupe de travail avec un certain nombre de fabricants. Même une fois qu'on a un peu plus tracé un autre chemin entre chacun de ces groupes, les réunir ensemble. Et ça peut aller vite. Et ça peut aller, ça peut se faire peut-être avant l'été, avant le printemps. C'est au printemps qu'on va fournir, en tous les cas pour les festivals, on va devoir fournir des études. Et si on peut améliorer le standard de la construction d'une INS, et si on peut partager avec notamment les fabricants, mais peut-être aussi des prestataires et des sonorisateurs, eh ben, on va arriver à quelque chose d'un peu plus homogène. Et on va tous apprendre les uns des autres. Et parce que tous ces phénomènes-là, évidemment, ils sont à prendre en compte. C'est sûr qu'on a des pondérations dans le temps, les fameuses 15 minutes, etc. Mais on n'a pas de pondération dans l'horaire, par exemple. C'est très juste. Si on attaque la techno à 3h du mat, c'est pas la même chose qu'un solo de guitare à 18h. Donc peut-être on peut, et il me semble qu'Agisson peut être l'organisme vraiment fédérateur de la constitution de ces groupes-là. Il n'y a pas besoin d'être 50 000, mais il faut qu'on soit représentatif et qu'on essaye de standardiser un peu les choses pour parler tous de la même chose. Et du coup, Maëva, ça va être plus facile pour elle de bien comprendre ce qui se passe. Et bing, du boulot pour Agisson. Il y a une main qui se lève là-bas. Je vais me tourner vers les régisseurs. Est-ce qu'on peut gratter gentiment 5 minutes? Oh, bah c'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, j'en ai pas pour 5 minutes, j'en ai pour quelques secondes. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour insister sur ce qui a été dit à plusieurs reprises. C'est un sujet complexe, avec d'abord une question de santé publique, une question de tranquillité publique, et une multitude d'acteurs. On l'a bien vu, les fabricants, les bureaux d'études, les ingé-sons, les sociétés de prestations, les organisateurs, et j'en oublie certainement plein.
On a parlé du fait que la connaissance, la compétence était probablement insuffisante. Je pense qu'elle l'est à tous les maillons de cette chaîne, et y compris les pouvoirs publics d'ailleurs. Je vise personne, évidemment. Et il y a quand même... Non, mais je ne vise absolument personne, je répète. Et il y a quand même un dernier sujet qui a été évoqué un petit peu à la marge lors de cette table ronde, qui est un sujet budgétaire aussi. On est sur une économie qui est complexe. L'économie des festivals, elle est extrêmement fragile. Et comme ça a été dit, si on parle de matériel, un prestataire technique ne peut pas changer son matériel du jour au lendemain. C'est des dizaines de millions d'euros d'investissement. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Donc c'est vraiment ensemble qu'on trouvera la solution et qu'on avancera sur ces problématiques-là. J'ai oublié de me présenter, je suis Eric Barthélémy, président du Sympaz. Et sur la partie budgétaire, on en a beaucoup parlé dans la précédente table ronde Agissons. Donc si vous l'avez raté les uns et les autres, mais ce n'est pas grave, il y a un replay qui va arriver dans quelques temps. Alors vu qu'on a gratté 5 minutes, on va les prendre. Est-ce qu'il y a une prise de parole encore dans la salle? Une dernière question, une dernière intervention? Quand on parlait de coûts de INS, si jamais je reprends l'exemple de Mars Attack, on a tous perdu de l'argent, pour être tout à fait clair. C'était vendu très cher, on a quand même perdu de l'argent, tout simplement parce que ce qu'on a fait, c'était pas standard. Donc c'était pas standard, on n'avait avant jamais travaillé ensemble, donc on savait pas travailler ensemble. Et je pense que si jamais on arrivait, par exemple, à faire une étude d'impact type, avec des attendus types et avec quelque chose où, une fois qu'on aura pris l'efficacité parce qu'on saura mieux faire, ça sera beaucoup plus simple et du coup aussi moins cher, enfin du moins beaucoup plus rentable pour tout le monde, parce qu'on a un vrai souci aujourd'hui d'efficacité dans notre travail, je pense. Je voulais juste rajouter quelque chose qui n'a rien à voir. Une petite anecdote, parce que c'est vrai que ça m'avait fait assez sourire cette fois où, pour la petite histoire, pour clôturer un peu, on a été très content du coup d'un projet sur on va dire sur la partie études d'impact, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit festival, clandestin ou pas, un peu plus loin. Et il s'avère qu'en fait, personne ne le savait. Et du coup, c'est vrai que nous, on se posait la question de d'où ça venait. Et en fait, du coup, il s'avère que c'était pas nous. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi cette chose-là, c'est que géographiquement, il y a plein de choses qui se passent. Et que souvent, nous, on va travailler sur notre partie, sur notre festival. Et on oublie aussi de préciser que c'est cette variable aussi, par-dessus tout le reste, où il y a d'autres personnes qui font des choses autour. Et que c'est très dur d'identifier, j'imagine, de savoir si c'est tel ou tel endroit. Et que ça, c'est, je pense, aussi pour le monitoring, aussi pour toutes ces choses-là. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Paris et que je suis même... À mon avis, il y a plusieurs fois où il y a des émergences qui sont créées. Je pense que la ville de Paris, c'est déjà une émergence naturelle et que par-dessus l'émergence, il y a aussi d'autres émergences. Donc, il y a toutes ces choses-là emboîtées. Mais je reste... Déjà, je suis assez content et je tiens à préciser que pour avoir encore rediscuté ça avec plusieurs personnes, prestataires, confrères, collègues, même mixeurs. On est tous conscients de la chose. Il y a eu un long chemin déjà sur le niveau sonore dans le public, qui est, je pense, très bien aujourd'hui, et que demain, ça sera la suite. Et que faut pas croire, ça, c'est quelque chose qui stresse beaucoup de monde, hein. Comme les prestataires, parce que nous, derrière, on se pose aussi beaucoup de questions. Ceux qui font les études d'impact aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir de la bienveillance, justement, pour qu'on puisse travailler tous ensemble, etc. Angélique, pour le mot de la fin.
Merci à tous déjà pour vos interventions. Cette table ronde était formidable puisqu'elle a un petit peu résumé ces 2 jours de rencontres. On est extrêmement conscients, je crois tous, que c'est l'ensemble de la chaîne qui doit effectivement réfléchir et à des solutions et en tout cas s'impliquer davantage. Aujourd'hui, et en tout cas dans ces 2 journées, on en a un petit peu parlé, on les a un peu évoqués, mais ils sont peu présents. Ce sont les producteurs et les artistes qui sont au tout début de cette chaîne et qui eux-mêmes doivent aussi faire œuvre de réflexion sur le sujet. Nous, on les interroge par ailleurs chez Agissons. Donc, pour rappel aussi, on est tous dans un seul objectif, en fait. C'est cette rencontre effectivement entre l'artiste et son public, faire en sorte que cette rencontre se passe le mieux possible, le plus qualitativement possible. Aujourd'hui, on a quand même pris conscience que les pouvoirs publics sont plutôt enclins au dialogue avec nous sur l'ensemble du territoire, à part peut-être certains endroits où effectivement on a des personnalités peut-être un peu plus drastiques, mais globalement on est quand même plutôt dans l'échange. Il faut qu'on apprenne à converser tous ensemble, ça c'est véritablement essentiel. Et puis je crois que voilà, il faut qu'on avance parce qu'on est quand même dans un vivre ensemble. Effectivement, ça a été relevé depuis la période Covid, on a une intolérance au bruit qui est de plus en plus prégnante et des multiplication de plaintes de riverains, et c'est eux qui peuvent véritablement nous poser problème parce qu'on le sait, les pouvoirs publics sont plutôt bienveillants, les amendes tombent peu. Par contre, un seul riverain qui va devant un tribunal administratif, lui, peut effectivement faire fermer, en tout cas arrêter l'autorisation de diffusion. Donc ça, c'est quand même une véritable épée de Damoclès. Donc nous, on travaille effectivement par le biais de tout ce que vous nous dites. Effectivement, on récolte toutes ces informations, on essaie d'en faire des arguments construits pour les pouvoirs publics et essayer de faire avancer les choses positivement. Et il faut que tous ensemble, on y arrive. En fait, nous, on essaie de faire émerger des choses, mais il faut que ça convienne à tous. Donc, je suis totalement preneuse de la proposition de mon administrateur de créer des groupes de travail pour avancer conjointement. C'est tout à fait l'objet de l'association. Donc, effectivement, continuons de travailler. Il y a encore pas mal de boulot, j'ai envie de dire. La route est encore longue. Mais voilà, si tout le monde est motivé, on va avancer pas à pas. Et puis, le tout est de déjà montrer notre bonne foi, j'ai envie de dire, et notre bonne volonté. Eh bien, il nous reste à vous remercier pour votre écoute et votre participation, à remercier les intervenants, remercier Agissons et la régie.